ici et je vous demande par avance un petit peu d'indulgence puisque moi je vais lire mon propos. C'est un exercice qui n'est pas tout à fait récent pour moi, qui est plutôt récent pardon, pour moi. Donc vous l'avez dit, je suis formateur en travail social et dans le cadre de mon travail, ma responsabilité désire accompagner les étudiants que j'accompagne, qui travaillent beaucoup pour certains avec des mineurs non accompagnés, à identifier leurs propres capitaux sociaux et leurs propres capitaux culturels comme potentiel outil de domination. En d'autres termes, il s'agit d'identifier chez chacun des étudiants, en tout cas de les accompagner en ce sens, de ce que Michel Foucault appelait le « d'où parle-t-on » de chacun. Je suspecte, mais c'est aussi empirique et j'ai aussi quelques exemples qui corroborent ce propos. Je suspecte chez certains que l'inconscient collectif est encore habité par de vieux relents colonialistes et de ce point de vue-là, il me semble nécessaire d'interroger, avant de travailler avec l'autre, ce que l'on est. Notre communication, donc ma communication, tendra à identifier 3 points. Un premier qui sera une rapide contextualisation de mon propos où sont intégrées, donc vous le verrez, des précautions méthodologiques. Un deuxième point qui est autour de la sensibilisation sur les travailleurs sociaux en formation, à observer plus précautionneusement les différents enjeux concernant les accompagnements des mineurs non accompagnés. Et enfin, je terminerai mon propos en identifiant le risque lié à une posture professionnelle en insistant sur l'écueil de l'ethnocentrisme. Le pluralisme culturel est pour la France une nécessité historique et morale. C'est ce que nous dit Jovelin en 2002, un sociologue. Si l'on considère l'histoire de son peuplement, ses revendications à être la patrie des droits de l'homme, sa position géographique au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, auquel s'ajoute son passé colonial, il semble nécessaire de considérer les personnes dans leur double dimension, à la fois immigrés et émigrés. Le nouvel enjeu sociétal pour les formations de travail social consiste donc à considérer la migration du point de vue des personnes en mouvement, assignées à ce statut, tant que ces derniers ne sont pas véritablement établis en un nouveau lieu. À ce jour, la sémantique utilisée dans certains discours politiques radicaux tente à envisager les migrants plutôt comme une masse, un groupe déshumanisé, faisant poindre et craindre, par exemple, une forme de grand remplacement. Ça, c'est le discours du Front National, le grand remplacement. Ces personnes, réduites à un effet discontinu, sont caricaturées tant pour ce qu'ils sont dans les représentations individuelles que pour les politiques publiques. Les raisons des projets migratoires, vous l'avez dit, sont multiples. À ce jour, un des dénominateurs communs existants chez les migrants met en évidence la recherche d'un accueil et d'une protection. Notre communication, inscrite donc dans l'axe immigration et intégration, vise donc à en mettre en relief la question des pratiques d'accompagnement social, à l'effet de massification, à l'accompagnement des MNA, aux difficultés liées à la barrière de la langue, à l'épreuve de la suspicion, aux injonctions politiques et aux diverses contradictions entre logique de prévention et de pénalisation. En effet, si l'intégration peut être pensée dans un processus ethnologique qui permet à un individu ou à un groupe d'individus de devenir membre de notre groupe par l'adoption de ses normes et de ses valeurs à un système social, nous devons également prendre en considération les processus intégratifs, car ces derniers répondent à 2 exigences, la capacité de la personne à s'insérer, mais également et surtout à la dimension intégrative de la société d'accueil. Les pratiques constituent autant de formes d'accompagnement, mais les urgences de l'accueil auxquelles sont confrontés les travailleurs sociaux en formation, au regard de l'injonction des politiques publiques, provoquent des effets d'isomorphisme. Ainsi, les travailleurs sociaux et les migrants supportent de manière bien entendu bien relative les mêmes symptômes. Au regard de nos éléments donc empiriques de terrain, stages, intervention auprès des dispositifs d'accueil de mineurs non accompagnés, issus de l'immigration, témoignages et enquêtes auprès d'étudiants, nous avons constaté combien certaines formes d'action sont vécues de manière contrainte par les publics MNA, car ils craignent les effets d'une acculturation brutale, variation des normes, croyances et valeurs, pouvant produire une forme réactionnelle de radicalité, parfois dénoncée par les étudiants. Nous désirons donc mettre en relief ce propos introductif avec la formation initiale des travailleurs sociaux qui a été réformée depuis 2018, qui prend dorénavant en considération avec beaucoup plus d'insistance
le renforcement des savoirs en matière d'interculturalité dans un contexte géopolitique. Au sein de notre institut de formation, une des lignes de directrice est de conduire pédagogiquement à accompagner, à professionnaliser l'engagement initial de nos apprenants. Nous observons néanmoins que cette guidance pédagogique est parfois vécue comme douteuse de la part des étudiants. Et les formateurs que nous sommes peuvent être rapidement suspectés de désirer à opérer un changement identitaire. Cette suspicion est de notre point de vue un des leviers qui facilitera l'introduction pédagogique à l'accompagnement des mineurs non accompagnés. En effet, ces derniers, dans une autre mesure bien entendu, partagent avec les étudiants des trajectoires communes, leur demandant d'ajuster leur mutation identitaire en confondant appartenance singulière et collective. La formation des travailleurs sociaux ne peut être envisagée autrement que sous le prisme de l'alternance. Ainsi, forte de propositions de beaucoup de terrains accueillant des mineurs non accompagnés, nous sensibilisons les étudiants au fait qu'il faille précautionneusement contextualiser et circonstancier leurs propos et leurs approches, car l'accompagnement éducatif de ces publics met en exergue une pluralité d'ajustements effectués, tant pour les étudiants mais aussi pour les formateurs que nous sommes. Les formes et les motivations des migrations, d'exil, ont considérablement évolué et doivent être regardées de plus près de manière à conduire des accompagnements adaptés. L'afflux des personnes se déclarant mineures et sollicitant une protection interroge les travailleurs sociaux en formation qui se doivent d'effectuer une véritable veille professionnelle afin d'être toujours au fait des enjeux que représentent leurs accompagnements. Ainsi, nous constatons que même si ce public n'est pas tout à fait nouveau, la spécificité de leur accompagnement reste encore largement méconnue des travailleurs sociaux. Les pratiques professionnelles viennent encore se heurter à la barrière de la langue, à l'épreuve du soupçon, aux décisions politiques, aux longues démarches administratives, parfois en contradiction entre logique de protection et de pénalisation. Depuis les années 2000, en effet, les pays de départ des jeunes migrants se diversifient. En France, ces mineurs viennent principalement d'Asie, d'Inde, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, d'Afrique, Maroc, Algérie, Mali, RDC, Guinée, Côte d'Ivoire, et plus marginalement de pays européens n'appartenant pas à l'espace Schengen, Roumanie ou Albanie. La liste de pays de provenance de ces mineurs voyageant seuls évolue régulièrement, puisqu'elle dépend des événements géopolitiques, des crises socio-économiques des pays de départ, mais aussi de la politique de contrôle des flux migratoires menée par la France et l'Union européenne. Le projet migratoire peut être construit pour fuir ou pour chercher ailleurs ce que ces jeunes ne trouvent plus ou passent dans leur pays d'origine. Sécurité, protection, opportunité d'une meilleure vie. Notons également que la personne peut aussi être totalement dépossédée de son projet migratoire dans des cas de trafic criminel que nous observons de plus en plus liés à la prostitution, l'esclavage et d'autres activités mafieuses. Lors de leurs stages et de leurs accompagnements militants, nos apprenants constatent régulièrement l'imbroglio juridico-administratif qui désire encadrer ces jeunes mineurs non accompagnés, demandeurs d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance pour régulariser leur séjour en France. À la majorité, ils doivent demander un contrat jeune majeur pour que leur prise en charge puisse se poursuivre. Ainsi, nous avons souvent identifié au travers de cette juridiction fastidieuse et incertaine une fragilisation des présences sur les territoires qui peut également entraîner une conséquence identitaire sur les publics, à savoir ne pas avoir véritablement un intérêt à grandir trop rapidement. Nous sommes donc attentifs à ce que ces étudiants prennent en considération les injonctions paradoxales qui peuvent potentiellement produire de la confusion, voire de la dissonance cognitive. Nos accompagnements pédagogiques désirent également souligner que les formes migratoires plurielles et les formes d'accompagnement qui en découlent sont proposées au travers d'une typologie de mineurs non accompagnés par Angelina Etienne-Blay. En effet, selon elle, une certaine catégorisation existe. Les mineurs exilés, donc des jeunes qui ont fui le pays pour des raisons de guerre ou de conflit, ou pour des raisons socio-culturelles. Les mineurs exploités, souvent des jeunes filles qui sont concernées. L'exploitation révèle souvent de l'esclavage domestique ou de la prostitution. Les mineurs fugueurs, qui sont souvent des primo-fugueurs, qui quittent brutalement leur famille dans un désir d'indépendance. Les mineurs errants, donc des mineurs aspirants qui sont engagés dans une quête plus personnelle de réalisation de soi à travers la migration, avec une tentative de s'émanciper du milieu familial et sociétal.
Nous insistons, au travers de l'identification de cette catégorie auprès des étudiants, de leur dire que si ces éléments peuvent constituer des repères, nous les engageons à la vigilance au risque d'associer hâtivement certains profils à certains pays et ainsi alimenter des désignations à l'heure où les facteurs de mobilité se multiplient et évoluent sans cesse. Outre l'accompagnement aux identifications légales et à leurs effets, notre responsabilité institutionnelle et pédagogique consiste à accompagner nos apprenants à un enjeu qui nous semble fondamental, à savoir le travail à opérer de décentration qui est primordial en observant de plus près les différentes attitudes et conduites des professionnels face à l'interculturalité. L'interculturalité est régulièrement utilisée par les médias pour illustrer des conflits dits interculturels. En cela, si nous n'interrogeons pas notre écoute, nous pourrions être susceptibles d'intérioriser hâtivement l'interculturalité en un danger s'assimilant à un repli identitaire, voire communautaire. Cela induit que nous dussions porter la nécessité d'interroger nos postures à l'égard de l'autre, afin de se départir d'un certain nombre de certitudes dont chacun peut être dépositaire. En effet, si l'interculturalité est définie comme une notion qui implique la rencontre, le partage et inévitablement la transformation des idées culturelles en présence, elle peut se confronter à ce qu'Emmanuel Jovelin décline en 3 obstacles. L'ethnocentrisme, le point de vue selon lequel notre groupe social est le centre de toute chose, les préjugés, des modes de pensée et de jugement tout fait, et enfin, les stéréotypes. Rendre sa culture légitime peut être envisagé comme un outil de domination reproduisant des inégalités économiques et sociales. Pierre Bourdieu nous alertait sur le fait que ce sont bien les groupes sociaux dominants qui définissent en partie ce qui peut être considéré comme de la bonne culture, induisant ainsi sa légitimité. Goffman, lui, rappelle que, concernant les interactions, s'engager dans une conversation s'effectue toujours en rapport de ses propres critères et de son propre groupe social. Ce que doivent retenir les différents interlocuteurs, apprenants et professionnels réside dans le fait que l'approche interculturelle doit s'inscrire dans une démarche d'engagement, d'ouverture, d'interaction et d'interpénétration entre le jeu et l'autre. La capacité de décentration est un préalable incontournable qui suppose une implication de soi. La question de l'interculturalité reste possible en intégrant le fait que les cultures, les sociétés et les identités autres que les nôtres ne doivent pas être considérées comme des sous-soi, mais bien dans une visée d'interaction et d'altérité. Ce savoir-être demande très certainement de réduire une forme d'asymétrie dans l'accompagnement du travailleur social, de verticalité dans son rapport à l'autre, dans son désir de faire alliance et de produire un point d'ancrage. Par ailleurs, travailler avec ces mineurs non accompagnés demanderait à être attentif à un autre enjeu dont notre inconscient collectif pourrait être dépositaire, en mettant en avant les valeurs de l'Occident, qui sont souvent vues comme celles de la modernité, en opposition avec des valeurs davantage traditionnelles. Ainsi, certains étudiants rapportés nous ont alertés sur ce qu'ils considèrent comme dangereux dans le cadre d'une appartenance identitaire douteuse. Se réclamer du religieux correspondrait alors à une inscription dans une tradition de religion aux antipodes de la modernité. Or, plusieurs autres témoignages mettent en exergue que les publics sont davantage à la recherche de repères, de sécurité, de marqueurs identitaires qu'une expansion religieuse sur un autre territoire comme système normatif. Notre responsabilité consiste donc à accompagner les apprenants à opérer à une distinction sociale, évitant à la fois les assignations négatives à une assimilation stéréotypée. Les étudiants doivent être au cœur d'une recherche d'émancipation du sujet qui peut paraître aux antipodes des représentations attendues à accompagner les personnes à se distinguer d'un groupe stigmatisé sans le trahir. Ceci est un enjeu intégratif important. Pensez à accompagner les publics à devenir sujets pour s'éloigner de leur assujettissement. Il existe bien entendu des points communs identifiés entre les anciennes formes de migration et ces nouvelles formes. Pour beaucoup de jeunes, le désenchaînement des générations s'observe par une certaine distance à l'égard des valeurs initiales. Le caractère migratoire peut provoquer divers changements. Pour autant, même envisagé comme un retour sur un investissement migratoire, le parcours de ces MNA n'a pas comme issue systématique une ascension sociale de par les problématiques de barrière de la langue, d'accès à l'emploi, de discrimination, de racisme. En conclusion, nous désirons pédagogiquement être attentifs
sur la nécessité d'accompagner nos étudiants travailleurs sociaux, de penser la culture en qualité d'émancipation, en insistant sur une approche pluridisciplinaire de l'interculturalité, des dangers de domination et d'écrasement qui peuvent en découler. Que nous soyons étudiants en travail social ou formateurs, un des préalables à garder en tête réside dans le fait que l'appartenance doit pouvoir se négocier entre une identité imposée et une identité assumée. Cela pour faciliter le passage des mineurs non accompagnés du travail social au social. En repensant, et là je cite une citation d'Athias et Wolff dans leur ouvrage du destin des enfants d'immigrés, un désenchaînement des générations, en repensant qu'il est temps de reconnaître la valeur centrale de l'immigration dans la société moderne, en France en particulier, et de percevoir ceux qui sont venus d'ailleurs dans la force et la dignité de leurs histoires singulières. Je vous remercie.